crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a quand la fin. Pour en parler ce matin, Marcel Tadieu, président de la circonscription électorale de Douala 5e pour le compte du Social Democratic Front. Bonjour Marcel. Bonjour mon cher René Narcisse. Je salue mes co-panélistes de ce matin. Bonjour aux téléauditeurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Voilà, nous sommes à quelques jours, ce sera le rituel, la création du Social Democratic Front. Est-ce qu'il y a des activités particulières en prélude à cette célébration? Comment ça se prépare? 26 mai 1990, 26 mai 2023, ça fait 33 ans exactement, jour pour jour, que naquit à Bamenda le souffle de l'espoir. L'espoir d'un Cameroun nouveau, l'espoir d'un Cameroun démocratique, l'espoir d'un Cameroun libre, dans lequel vous et moi pouvons prendre la parole sans que la barbarie policière ne nous tombe dessus. Et donc, 33 ans après, c'est le temps de marquer un temps d'arrêt pour essayer d'inventorier le chemin parcouru, questionner les péripéties rencontrées et envisager l'avenir avec beaucoup plus de ténacité, parce que l'objectif final étant l'accession à la magistrature suprême, prendre le pouvoir et le restituer à son propriétaire légitime qu'est le peuple souverain. Donc voilà, le 26 mai prochain, c'est-à-dire vendredi 26 mai 2023, nous allons donc sacrifier à ce rituel, le rituel de la célébration de la mémoire de nos martyrs. Ils étaient 6 tombés sur le champ d'honneur, pour qu'advienne enfin le retour au multipartisme, pour que vous et moi soyons ce matin en train de parler au micro de Radio Audace et d'autres milliers de radios qui existent et de télévisions un peu partout sur le triangle national. Donc le 26 mai prochain, c'est l'occasion pour la grande famille des sociaux-démocrates du Cameroun et d'ailleurs de questionner le chemin parcouru, de célébrer les martyrs et d'envisager l'avenir. Donc j'invite les Camerounais et Camerounaises à marquer un temps d'arrêt ce vendredi 26 mai pour observer ne serait-ce qu'une minute de silence en la mémoire de ces 6 jeunes gens tombés sous les balles de la police qui à l'époque était aux ordres du parti unique, le RDPC, qui n'entendait pas avoir un son de cloche divergent sur la scène politique camerounaise. Donc je vous convie à un meeting géant que nous organisons à notre siège pour ce qui est de la circonscription de Douala 5e. Ce sera au niveau de Bepanda. Ce sera un moment de convivialité et de fraternité, de solidarité entre le nouveau bureau exécutif élu et les militants de la circonscription. 33 ans d'existence, comment évaluez-vous à ce jour le chemin parcouru par le Social Democratic Front? Nous restons dans la scène de politique. Incontestablement, le premier but marqué et le premier point qu'on pourrait mettre dans la JBCR est celui d'avoir imposé contre vents et marées le retour au multipartisme. Si aujourd'hui nous avons une multitude de partis politiques au Cameroun, une multitude de médias... C'est grâce au SDF. C'est grâce en partie au SDF, je suis modeste. Parce que à côté du Social Democratic Front, il y avait bien sûr d'autres forces de la société civile. Ça c'est pour restituer l'histoire. Hein. Il y avait aussi beaucoup d'autres forces de la société civile qui se sont joints à nous pour lancer le mouvement du retour au multipartisme et de la restitution des libertés individuelles et collectives. Peut-être pour rappeler que le SDF était la tête de proue. Voilà, justement, nous assumons cette figure de proue, ce rôle précurseur que nous arborons fièrement. Et donc, 33 ans après, vous me demandez qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compte de cette lutte. Le premier point, je l'ai dit, c'est l'imposition presque au forceps du retour au multipartisme. À cela, nous allons ajouter l'amélioration continuelle des conditions électorales, bien que pas parfaites jusqu'à présent, mais nous avons combattu pour que on passe des urnes transparentes, des urnes en carton, pardon, aux urnes transparentes, ce qui est une réalité aujourd'hui. C'est une demande, une exigence du Social Democratic Front. Nous sommes partis des élections gérées par le MINAT à ONEL 1, ONEL 2, ONEL
3, je pense, et les CAM 1 et les CAM 2, et le combat continue parce que nous sommes convaincus qu'un système électoral libre, transparent, avec un arbitre impartial, peut garantir qu'au Cameroun, enfin, advienne un président qui soit élu sans contestation. Et donc, c'est le challenge que nous nous sommes lancés et jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint l'objectif de ce point de vue parce que l'ECAM qui gère les élections au Cameroun est constitué en majeure partie, notamment son conseil électoral, d'anciens membres du comité central du RDPC ou du bureau politique du RDPC. Nous dénonçons cela et notre combat vise à faire qu'enfin, nous ayons un organe électoral, un organe de gestion des élections au Cameroun qui soit vraiment impartial, doté de responsables qui ne souffrent d'aucune ambiguïté dans leur engagement. Donc voilà l'un des défis que nous nous sommes lancés et que nous n'avons pas encore atteint. Et le défi primordial qui est celui de prendre le pouvoir au sommet et de le restituer à son propriétaire légitime, le peuple souverain, nous nous attelons à cela et le parti est en train de faire sa mue. La grande mue du SDF est enclenchée. Nous sommes en train de renouveler nos organes à la base, les cellules, les circonscriptions électorales. Je suis le fruit de ces renouvellements à Douala 5e. Ça va se poursuivre, et notamment avec les coordinations départementales et les régions qui vont arriver d'un moment à l'autre pour couronner et boucler la boucle avec le gigantesque NEC. Non, je vais dire, que dis-je, le congrès qui est attendu les 28, 29 et 30 juillet prochains à Yaoundé, congrès à l'issue duquel le charismatique chairman Ni John Funti prendra définitivement sa retraite. Il vous l'a annoncé déjà dans un point de presse. Et donc le congrès de la transition générationnelle, parce que à l'issue de ce congrès, nous aurons un nouveau chairman, une personne autre que Ni John Funti. D'accord. Voilà. Merci. De façon balayée, ce que nous pouvons dire ce matin, sans être exhaustif, bien sûr. Également, nous ce matin, Mars et Congo, qui est donc communicant du Parti camerounais pour la réconciliation et nationale. Bonjour Mars. Bonjour Narcisse, bonjour à nos nombreux auditeurs, téléauditeurs, bonjour aux copanélistes, notamment à la jeune dame, parce qu'il faut souvent... Elles se sentent souvent en retrait, à la jeune dame qui vient de nous rejoindre de la société civile. Et comme j'aime l'appeler très souvent, parce que nous sommes dans un forum, l'apôtre, le grand conseiller Zanzan Eli. Merci d'avoir présenté le panel à ma place ce matin. Alors, puisqu'on parle des activités des partis politiques, le PCRN également prépare son deuxième congrès après le premier, qui était d'ailleurs un congrès très couru. C'était le congrès ordinaire. Alors, le deuxième, est-ce qu'il... Le premier était extraordinaire. Le premier, pardon, était extraordinaire. Le second, il sera ordinaire. Il sera ordinaire et tout sera mis sur la table. Au fait, le premier, c'était pour essayer de voir ce qui n'a pas marché depuis que nous sommes là, ce qui a marché, de renouveler, d'utiliser de nouvelles méthodes pour s'adapter. Plus le monde s'ouvre, plus il faut s'adapter aux acquis, au système politique mis en place. Il faut apprendre des institutions. Donc, le deuxième, vous pouvez challenger le président Cabral Libi. Nous sommes un parti démocratique où la démocratie, chacun est libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, mais tout en respectant les canaux qui sont établis par les tests du parti. J'imagine que ce congrès se prépare bien. Oui, il n'y a pas que le congrès. Le congrès est en décembre. La date n'est pas encore arrêtée, mais on le prévoit en décembre. Mais nous sommes encore en train de travailler. Nous sortons de l'anniversaire de l'unité du Cameroun, le 50e anniversaire. Nous avons eu pour baromètre de défiler dans les 9 régions sur 10. Nous n'avons pas pu malheureusement défiler dans la région du nord-ouest à cause de ce que vous savez, la guerre asymétrique que certains bandits ont pris haut la main pour essayer de déstabiliser le Cameroun. Nous disons non et nous regrettons de n'avoir pas défilé là-bas et nous espérons que les jours à venir seront meilleurs et que ce peuple ne pense pas qu'ils sont délaissés. Nous pensons à eux, nous espérons qu'ils vont laisser les armes
et qu'on ne peut pas vouloir sa liberté en tuant son propre peuple et espérer gouverner un territoire vide. D'accord. Il est grand conseiller à la communauté urbaine de Douala, communautant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je dis c'est Charles Eli Zonzong. Bonjour, monsieur le grand conseiller. Bonjour Narcisse, bonjour à vous, nombreux téléauditeurs, bonjour copanélistes. On continue à célébrer la 51e édition de la fête de l'unité ou alors c'est place désormais au bilan? Non, la fête nationale de l'unité se fait tous les jours. C'est un construit permanent. Notre unité dans un pays aussi prosaïque qui compte autant de tribus, autant de cultures, autant d'aires géographiques, doit être construit au jour le jour. Et le 20 mai n'est que la journée de l'apothéose, où nous tous nous célébrons, les civils et les militaires. Cette unité se fait tous les jours. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre le 20 mai pour manifester l'unité nationale. Il ne faut pas attendre le 20 mai pour montrer son appartenance à être patriote au Cameroun. Il ne faut pas attendre le 20 mai. Il faut le faire. Et chez nous, à RDPC, nous essayons tant bien que mal, la perfection n'étant pas de ce monde, de le faire quotidiennement et que les élèves soient bien. Encore que nous avons cette lourde charge de présider aux destinées du pays. Donc, au-delà du RDPC, nous devons faire en sorte que les Camerounais soient bien chez eux, partout où ils se trouvent, que l'État ait sa fonction régulatrice qu'il doit avoir, et que le bien-être soit vraiment mis au centre et que tout le monde se sente bien. Alors, quelle lecture faites-vous de ce triste événement observé hier du côté de Sarmelima? Alors, êtes-vous de ceux qui vont en cela une guerre tribale? J'ai d'abord horreur de certaines choses que je lis dans les réseaux sociaux venant de vos confrères. Je pense que la manière de présenter le problème peut être nous aussi un carburant à ce que ça venime. Est-ce que Pascal Nebel Zang aurait bagarré avec, je ne sais pas pour un exemple, Kamga, que l'information serait que un boulot bagarre avec un bafang? Présenter ce prisme-là avec les discours haineux de rentrer chez nous, rentrer chez vous, et machin, qu'on entend tous ces jours-ci, ça peut créer une poudrière terrible. Il peut y avoir un conflit entre deux individus. Il peut y avoir, ça arrive tous les jours, hein, il peut y avoir qu'un certain, parce qu'il faut qu'on se dise les chiffres, il faut qu'un certain Allah dit, c'est pas moi, qui ressortissant du nous, qui vit tranquillement à Sarmelima, ait eu une altercation avec un gars de Sarmelima qui soit boule aussi. Et dans l'altercation, un serait mort. Est-ce pour autant que tous les boulous, parce que c'est comme ça que les gens présentent les choses, est-ce pour autant que toute la population de Sarmelima va se lever, prendre les gourdins, machettes et tout, pour chasser tous les bamouns qui sont là-bas à Sarmelima? Moi je me pose, et casser boutique et tout, moi je me dis, lorsque je vois un de vos confrères présenter le problème sur la forme Sarmelima, un bamoun assassine un boulot. Moi, je me pose des questions. Voilà autant de choses qui déclenchent le problème. Donc, c'est un truc qui aurait pu être maîtrisé. C'est-à-dire, quand vous avez tué quelqu'un, on vous maîtrise, on vous met face aux autorités, vous partez répondre de vos crimes devant la justice, et que les autres auraient pu faire le deuil. Est-ce que le bamoun qui vit à Sarmelima depuis 25 ans, 30 ans, n'est plus déjà de Sarmelima? Donc, autant de choses. Moi, je dis, cette dérive verbale même, au niveau de la communication, faire en sorte que les choses s'enveniment. Moi, pour moi, c'est ça ma tristesse. C'est plus ça qui me fait mal. C'est le comportement médiatique et médiatisé cette affaire qui est plus rentré dans les conflits tribaux. Alors que pour moi, il ne s'agit pas d'un conflit tribal, il s'agit d'un conflit entre deux individus qui auraient pu être maîtrisés tranquillement. Et ça devient encore qu'on sait que Sarmelima, c'est à côté du village du président de la République, chacun en profite pour alimenter un peu et tout. Donc, moi je dis, si demain, si je sors là, deux individus bagarrent ici en pleine dans la prison, vraiment, comment est-ce que je saurais que c'est un Sawa qui vient de tuer un Aoussa? Donc, est-ce que c'est comme ça que vous présentez ça? Que, c'est pas moi, un Sawa vient de tuer un Aoussa. Quand vous présentez ça comme ça là, c'est pour que tous les Aoussa qui vont lire votre message
vont forcément aller vers ce qu'on appelle le phénomène de retour. Donc, et là, la Oussa qui est à KDD, dans mon immeuble chez moi là-bas, aura envie de chasser aussi le Sawa qui habite KDD, alors qu'il le connaît depuis 50 ans. Donc, faisons attention. Moi, c'est ça ma tristesse à cette affaire. Et puis, bon, que les uns et les autres rentrent, soient calmes et qu'on comprenne que c'est notre piano tous, nous devons le construire nous tous. D'accord. Caroline Veng est avec nous également en plateau ce matin, actrice de la société civile. Bonjour Caroline. Bonjour Narcisse, bonjour à tous les autres copanélistes et bien sûr aux téléauditeurs qui nous suivent ce matin. On va du côté de Saint-Mélimar. Oui, bien entendu. Je pense que M. Zanga fait un portrait vraiment très exhaustif de ce qui se passe et qui, moi, ce qui me attire beaucoup plus mon attention aujourd'hui, c'est effectivement les discours haineux et la manière dont les médias ont communiqué. Donc, c'est très important. Au lendemain, justement, d'un texte qui a été publié par le gouvernement concernant la lutte contre les discours haineux au Cameroun, qui sont le foison de ce qu'on a vu aujourd'hui et de ce qu'on voit partout ailleurs. Je pense que ce qui s'est passé à Saint-Mélimar est bien sûr très malheureux. Et puis, moi, en tant que société civile et surtout jeune Camerounais, je vois ça sous un autre prisme. Qu'est-ce qui peut avoir conduit des jeunes bien qu'issus d'ethnies différentes à se retrouver à créer cette atmosphère d'insécurité qu'on a subie hier du côté de Saint-Mélimar. Je pense qu'il faut regarder ça. Il y a cette jeunesse qui est désœuvrée. Le taux de chômage est très élevé dans notre catégorie de population que représente la jeunesse. Il y a bien sûr aussi l'exposition au discours haineux qui est souvent proféré justement par ces élites, par ces aînés que nous regardons là et qui ne sont pas sanctionnés. Donc je pense que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, au-delà des actes qui ont pu être posés de part et d'autre, il est important de regarder aussi le fond des choses qui a pu conduire à cet événement malheureux. Alors, puisque vous avez la parole, vous la maintenez, on va peut-être parler également du phénomène de féminicide. Depuis un certain temps, les femmes sont devenues la proie de certains bourreaux. Alors, aujourd'hui, vous êtes activiste, vous êtes actrice de la société civile. Et quel regard panoramique jetez-vous sur un tel phénomène au Cameroun? Alors, il faut dire que le problème de féminicide n'est pas nouveau au Cameroun. Moi, je suis défenseur des droits humains et militante féministe depuis près de 10 ans déjà. Je peux vous dire que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui... Dans une période, c'était en berne. C'est juste pas du tout, ça n'a jamais été en berne. Il n'y a jamais eu de berne en réalité. C'est parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux et où nous, jeunes militants, nous nous emparons justement de cet outil de communication pour parler de ce qui est. Il faut dire que en 2021, ça c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui a produit ce rapport qui faisait état de 130 cas de féminicide rien qu'en 2021 et le MINPROF aussi faisait état entre la période de 2021 et 2022 de plus de 9000 cas de violence qui ont été répertoriés à leur niveau. Donc non, pas du tout. Et j'appartiens d'ailleurs à un collectif Stop Féminicide 237 où justement l'une des actions que nous avons menées était justement de répertorier ces cas et c'est justement à cause de cette action que nous avons vu par exemple le ministère de la Promotion de la Famille accompagné de UNFPA le 15 mai lors de la Journée internationale des droits de l'homme qui ont finalement communiqué sur ce sujet parce qu'il faut dire que nous en tant que société civile ça fait depuis plusieurs années que nous plaidons, nous menons des actions aussi et donc oui il y a un véritable problème, les droits des femmes sont bafoués dans ce pays, c'est le cas de le dire, donc il est très important et je suis heureux justement d'être là au milieu de ce panel à majorité masculine, de faire justement entendre les voix des femmes camerounaises et des jeunes femmes. Donc oui, le problème des féminicides est réel, il faut qu'on en parle, mais surtout nous, en tant que société civile, nous demandons qu'il y ait l'adoption d'une loi stricte sur les violences faites aux femmes au Cameroun, parce qu'au-delà des féminicides, je peux vous assurer que les cas de violence, que ce soit psychologique, économique, physique, sexuelle, sont très graves. On fait état d'une femme camerounaise sur 2 qui sont victimes de violences dès l'âge de 15 ans au Cameroun. Ça vous montre un peu à foison l'état des lieux en ce qui concerne les droits des femmes. D'accord, on parle justement des femmes et ça nous permettra justement d'embrayer sur le sujet inscrit à l'ordre du jour par de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. On s'interroge à quand la fin. On parle de ce que une cinquantaine de femmes, Marcel Tadjou, a été kidnappé dans la journée du 18 mai 2023, 2 jours avant la célébration de la 51e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Dernière information, c'est que 30 de ces femmes ont été libérées hier, plus d'une vingtaine restent encore captives. Alors, on aimerait bien savoir
Que vous inspire un tel phénomène, Est-ce qu'aujourd'hui on doit dire que le nord-ouest et le sud-ouest sont désormais damnés? Mais bien avant que de répondre à cette question, on va permettre à la technique d'évacuer cette exigence commerciale. On vous revient juste après. Avec MTN+, fais vibrer tous les réseaux du pays au même petit prix. Plus de bonus pour plus d'appels. Tape étoile 222 dièse. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Alors, dans ma question, est-ce que le nord-ouest et le sud-ouest sont damnés désormais? Je rappelle qu'on part donc de ce rapt d'une cinquantaine de femmes dans le nord-ouest le 18 mai dernier. Une trentaine a été libérée hier. Ensuite, derrière de ces libérations, il y a le préfet de Ngoketunja qui a d'ailleurs fait une sortie pour condamner de tels actes, invitant par ailleurs la population à communiquer avec les forces militaires implantées dans cette partie du Cameroun. Alors, le nord-ouest et le sud-ouest, ça fait pratiquement 7 ans que cette crise sociopolitique dure. Aujourd'hui, on avait se demander si ces deux régions sont désormais damnées. Mon cher René Narcisse Moto, vous m'interrogez sur le rapt, sur le kidnapping de cette centaine de femmes. Une cinquantaine. De mères, cinquantaine ou trentaine, pour moi, le nombre est impressionnant. Et voyez-vous, là, nous évoquons là, ce n'est qu'une péripétie dans ce feuilleton macabre que vivent nos populations, nos frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis bientôt 7 ans. Et plutôt que de s'attarder sur quelques péripéties, moi je propose qu'on questionne le problème de fond. Parce que voyez-vous, c'est très facile, hein? C'est très facile de s'émouvoir lorsqu'il y a une péripétie douloureuse, comme par exemple le kidnapping de ces mamans, ou alors lorsqu'il y a des femmes ou des hommes qui sont égorgés, ça et là. C'est très facile de céder à l'émotion et de s'émouvoir de la situation. Je ne dis pas que ce n'est pas douloureux, mais je pense que le politique que je suis doit aller au-delà de l'émotion et questionner le problème dans le fond. Qu'est-ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 7 ans? Il se trouve que en 2016, un consortium de la société civile composé d'avocats, d'enseignants et bien d'autres corps professionnels se sont regroupés pour poser un certain nombre de revendications à l'État, au gouvernement de la République. Des revendications qui, par la suite de la vie de tout le monde, ont été reconnues légitimes. Sauf que, au lieu d'avoir une oreille attentive, avant-gardiste, j'allais dire, et d'écouter les pleurs de ses enfants, le chef de l'État a plutôt, lors de l'un de ses retours, de ses nombreux retours à l'étranger, je pense que c'était à l'aéroport de Simalène, a déclaré ouvertement la guerre à cette partie du pays, au prétexte que quelques-uns des extrémistes qui ont toujours existé dans le nord-ouest et le sud-ouest ont posé des actes répréhensibles. Voilà le déclenchement de la situation. C'est-à-dire qu'il existait un problème social réel qu'il fallait résoudre en amont pour couper l'herbe sous le pied des sécessionnistes qui ont toujours existé dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 1961. C'est-à-dire depuis octobre 1961, il y a une partie marginale de compatriotes dans le nord-ouest et le sud-ouest qui se sont réunis sous la bannière du CNCC, comment on appelle le truc là, et ont décidé de faire la guerre à la République. Ils ont toujours existé, mais ils étaient très marginaux. Il se trouve qu'en 2016, le régime gouvernant RDPC leur a donné un carburant inespéré dans le moteur, ce qui leur a permis de prendre leur envol. On se retrouve aujourd'hui dans une situation incontrôlable où la revendication politique légitime, reconnue de tous, s'est transformée, s'est muée en une crise sociale, j'allais dire en une crise qui n'est pas loin du banditisme, parce que kidnapper des mamans pour demander des rançons, égorger dans des hôpitaux, dans des écoles,
Moi, je trouve cela comme une déclinaison qu'on aurait dû s'attendre. Hein? On aurait dû s'attendre à cela. Parce que quand une situation dégénère en guerre, il faut s'attendre à tout. Il y a des pêcheurs en eau trouble qui vont s'y intégrer et faire ces convois-là. Et le Cameroun n'est pas le seul pays qui fait l'expérience de ce genre de crise sociale armée. Parce que lorsqu'il y a des armes, ça veut dire que l'État a perdu le contrôle sur cette partie du territoire et ça laisse libre cours à tous les bandits. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce qui se passe sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest soit encore la revendication d'origine. Il s'agit davantage aujourd'hui des bandes armées qui procèdent davantage, parce que j'appellerais du banditisme, disons les choses, ce sont des bandits aujourd'hui sur le terrain. Mais la sagesse dans la gouvernance aurait commandé que le gémon central qui est logé là-bas à Yaoundé n'engageât pas une guerre. Lorsqu'on a la responsabilité de gérer un peuple aussi divers et varié avec des complexités historiques, comme c'est le cas pour le Cameroun, on doit faire très attention. On aurait pu gérer ce problème autrement dès le départ. On a pris la voie de la résolution armée. Aujourd'hui, nous en sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse, voilà, j'allais dire. Alors, Mas et Congo, on se rappelle que le Cameroun, dans le but de chercher des solutions à cette crise socio-politique, a organisé fin 2019 grand dialogue national. On va rappeler ici qu'au terme de ce grand dialogue national, quelques résolutions ont été prises, parmi lesquelles un statut spécial qui devait être accordé à ces deux régions pour leur accorder une certaine autonomie dans la gestion des affaires. Alors, aujourd'hui, on s'interroge, 7 ans après, on a comme impression que rien ne bouge, les populations du nord-ouest et du sud-ouest n'arrivent pas à mouvoir tranquillement à vaquer à leurs occupations. On a encore en date là le rapt de ces femmes là dans le nord-ouest et qui protestaient contre ces taxes qui leur sont imposées quotidiennement par les bandes armées, protestaient également du fait qu'on leur exige de rester à la maison à des jours particuliers, ce qu'ils appellent là-bas le Ghost Town, dans l'opération Ville Morte. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que 7 ans après, on n'arrive pas à maîtriser ces bandes armées, que la paix ne revienne pas, la sécurité ne gagne pas du terrain dans ces deux régions? Permettez-moi d'avoir un temps de détresse constant lorsqu'on parle du nord-ouest et du sud-ouest. Vous savez, par définition, la femme est la mère de l'humanité. Et lorsque des gens s'engagent à prendre les armes contre la République et à prendre des femmes, des mamans, comme otages pour des fins inconnues pour ma part, je pense que c'est très grave. C'est très grave parce que l'armée camerounaise qui se trouve de ce côté fait son travail. Son travail de protéger les populations jusqu'à son niveau, mais je pense que là, il a manqué un peu de vigilance. Personne ici sur ce plateau ne dira pas que ce que je suis en train de dire, c'est faux. Parce que, voyez-vous, prendre 50 personnes en otage, c'est pas comme prendre une seule personne. Je pense qu'il a manqué un peu de vigilance. Et la faute ne revient pas seulement à l'armée, mais elle revient à nous tous. À nous tous qui avons profité de cette crise, nous l'avons utilisée, nous les politiques, comme une marchandise pour pouvoir vendre nos projets de société, ce qui est condamnable. Tous les politiques de tous bords. Parce que tous ceux qui se versaient à parler de cette crise, surtout les politiques, voulaient tirer le droit de leur côté pour qu'ils soient visibles aux yeux du monde, aux yeux du peuple. Ce que je condamne avec la dernière énergie. Vous savez, la fonction régalienne du président de la République, c'est de protéger les biens et le peuple. Nous ne pouvons que lui demander ce qui se passe au nord-ouest. Parce que vous et moi, nous n'avons pas la protection pour s'y rendre et toucher la chose du doigt. La deuxième des choses ici que je voulais convoquer, c'est la conscience de la population du nord-ouest
et du Sud-Ouest, qui doit travailler en étroite collaboration avec l'armée camerounaise pour essayer de dénoncer certaines choses. Et je constate malheureusement, ce n'est pas pour stigmatiser cette population, que des choses se fassent. Parce que lorsqu'on vient prendre la première maman, on pouvait déjà envoyer l'alerte. Mais les gens sont restés muettes et ont laissé les choses se faire. Parce qu'on est dans la défiance constante. On ne défie pas un État. Nous respectons les institutions au PCN. Nancy, quand je parle de ça, vous voyez, j'ai la chair de poule parce que ce sont des choses qui peuvent arriver de notre côté ici. Ça ne va pas seulement concerner ces zones-là. Et il faut faire très attention avec tout ce qui concerne la vie humaine. Quand une crise commence, on la regarde, mais on ne sait pas ce qu'elle peut créer après. Comme le disait Marcel Tadjeu tout à l'heure, tout le monde le sait depuis toujours qu'au mois d'octobre, certaines personnes, certains extrémistes, pas loin même de Moutenguene, hissent leur drapeau, tirent en l'air, font ce qu'ils veulent. Tout le monde regarde. Aujourd'hui, la chose a pourri. On va s'apprendre à qui? C'est une guerre asymétrique, c'est une guerre très compliquée. On ne sait plus qui est l'ennemi, d'où sort l'ennemi. Nous devons, ce que moi je vais dire pour chuter, c'est que nous devons retenir l'essentiel de cette crise pour qu'elle n'arrive plus ailleurs. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de faire jouer nos services secrets la meilleure mission, c'est-à-dire le renseignement à fond, d'associer la population à la gérance, la population qui a élu ceux qui sont au sommet, qui dirigent le Cameroun, à la gérance du peuple, de la nation au fait. On doit travailler en étroite collaboration et éviter que ce genre de choses ne nous arrivent. Parce que c'est très malheureux de fêter l'unité. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit on a fêté l'anniversaire, le 51e anniversaire de l'unité, mais on n'a pas fêté l'unité nationale. Je peux m'expliquer. Parce que pour moi, il est très difficile de fêter l'unité nationale alors que deux régions survivent. Alors de ce côté dans le sud, et disons-le ainsi, nous, on est là, on danse, on crie, on fait tout ce qu'on veut, alors que nos frères à côté sont en train de mourir. Regardez l'engouement de certaines personnes qui ne mettent plus l'humain au centre, se bousculent comme s'il y avait les invités de couloir au palais de l'unité pour aller prendre un verre de champagne, et parmi lesquels les élites de cette région. Et j'ai envie de vous dire que j'ai comme impression que le peuple du nord-ouest et du sud-ouest ne se reconnaît plus à travers ces élites. D'accord. Donc nous devons travailler ardemment, nous les politiques, d'essayer de calmer, d'apporter des solutions. Il y a eu le grand dialogue, comme vous l'avez dit, mais il doit y avoir des dialogues constants. Et moi, j'ai toujours dit ça. Le dire, ce n'est pas offenser notre président de la République. On ne peut pas avoir une guerre qui dure 7 ans, vous ne mettez pas les pieds. Je pense qu'un papa doit aller auprès de son peuple. Lorsque vous avez un frère qui a perdu un enfant, si vous l'appelez au téléphone, ce n'est pas la même chose si vous y rendez à son chevet. Il devrait aller toucher la chose. Et je suis sûr, et je le dis toujours, j'ai quelque chose, une conviction qui me dit, si le président de la République s'était déplacé dans ces zones-là, par exemple, la fête de l'unité aurait fait un tour là-bas, je pense que cette guerre ne serait pas à ce niveau. Parce que ceux qui entourent le président de la République ne sont pas toujours vrais. Ça, il faut le dire. Moi, je suis de l'opposition. Ce sont des personnes qui ont d'autres intérêts à déstabiliser, parce qu'ils savent que le président est peut-être à la fin de son mandat, puisqu'on prévoit les élections en 2025. Ils veulent prendre sa place et ils entrent dans des guerres qui n'aident pas le peuple. D'accord. Il est donc temps d'arrêter tout ça, de se regarder devant la glace et de se dire, nous sommes tous Camerounais. C'est pas parce qu'on dit, et j'ai horreur quand on dit les anglophones. Nous sommes tous Camerounais avant d'être francophones et anglophones. C'est le colon qui nous a amenés. On vous a compris. Mais nous devons remettre l'humain au centre et essayer d'apporter des solutions pour cette crise. Charles Elisang, partons de ce qui s'est produit le 18 mai 2023 à Bamenda, dans le Ngok et Tunja. Ces femmes, on parle d'une cinquantaine, qui ont été enlevées parce qu'elles manifestaient contre le diktat que leur impose, qu'elles vivent au quotidien des bandes armées.
aujourd'hui, on a envie de se poser la question de savoir si cette zone-là est sécurisée à la fin. Bon, monsieur Nassis Otto, vous savez, lorsqu'on vient à une émission, il faut souvent qu'on mette un peu le côté politique de la chose. Il y a des choses qui dépassent largement le côté politique de la chose. Je voudrais dire à tout le monde qui m'écoute ce matin, je l'ai dit la dernière fois qu'il était ici, comme c'est un seul pays au monde, un seul pays dans ce monde qui n'a pas de problème de sécession, de nationalisme, d'autonomisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une région dans un pays de ce monde qui veut son autonomie, qui veut son indépendance, qui veut. Tous les pays du monde le reconnaissent. Et chaque pays essaie tant bien que mal de le gérer avec l'aide internationale, avec. Parce qu'aujourd'hui, les réalités sont telles que le monde évolue à une vitesse que il y a des choses que vous ne pouvez pas ne pas faire. Lorsque le conflit israélo-palestinien commence en 1948, nous étions bien ici, on se disait que ça ne va jamais arriver chez nous. Lorsque le Biafra 107 commence là à côté de chez nous au Nigeria, on avait oublié qu'on partage une frontière de près de 2000 km avec le Nigeria et que ces gars du Biafra là-bas peuvent un jour atterrir chez nous. Lorsqu'on décapite Kadhafi, l'Occident décapite Kadhafi et que ça ouvre le boulevard pour créer un califat entre la Libye, le Niger, le Nigeria ou le Tchad, et que Boko Haram sort de Daesh et tout, on se disait que c'est seulement là-bas, chez eux, mais Boko Haram est arrivé chez nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Qui que ce soit président de la République au Cameroun aujourd'hui, il allait subir les affres d'une région qui allait vouloir son autonomisation. L'histoire de ceux qui montent les drapeaux tous les jours et tout, mais il fallait tout simplement un déclencheur. Est-ce que c'est parce qu'en 2016, il y a eu, c'est pas moi, répression envers ceux qui marchaient contre la République, qui a fait sorte qu'on découvre que les gars avaient déjà tout un livre inscrit au programme scolaire, que les gars avaient déjà un drapeau, que les gars avaient déjà une monnaie, que les gars avaient déjà signé tout un contrat de gestion de nos ressources humaines avec une grande firme qu'on appelle Kilimanjaro au Canada. Ça veut dire qu'il y a aussi des émissions venant de l'extérieur. Lorsque les gars signent un contrat aussi florissant d'argent, ça veut dire qu'ils avaient de l'argent. Pour vous relancer, restons dans le contexte actuel, restons dans le reste. Oui, vous dites en fait, je vous comprends, l'État fait-il des efforts pour que la sécurité soit démise dans ces régions? Parce qu'il faut encore le rappeler, ça fait 7 ans que ça dure. Le Cameroun n'est pas différent des autres pays. On l'a compris, il y a des crises partout dans le monde. Mais il y a quand même un fort déploiement qui est fait. Il y a une volonté politique réelle qui est mise sur pied pour que la pédale soit mise douce. Est-ce que vous avez aujourd'hui la conviction que cet effort est fait du côté du gouvernement? Les autres ont fait cette historique, vous n'avez pas relancé. Non, je vous relance. Merci. Donc, je vous pas la parole. J'arrive à vous dire que lorsqu'on parle du grand dialogue, par exemple, c'est un effort qui avait été fait de l'autorité centrale avec les enfants du sud-ouest et du nord-ouest qui étaient en majorité présents dans la salle. Et je suis surpris que le représentant dans cette heure du SDF parle de ça comme si, alors que tout le groupe du SDF était là-bas. John Found était là-bas. Aussi était là-bas au grand dialogue. Le WAF était au grand dialogue. Il faut, là je suis d'accord avec monsieur, c'est que nous, les hommes politiques, avons eu à un moment donné on a voulu utiliser la fête du Nord pour nos intérêts. Mais ils étaient tous là-bas. Comment un militant peut se critiquer ce qui a été fait là-bas alors que tous ces patrons y étaient? Le SDF était partie prenante. Et puis nul ne peut se prévoir ses propres turpitudes. Les anglophones, pour que nous comprennent, nos frères et sœurs d'expression anglaise sont ceux qui ont demandé lors du grand dialogue tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Vous avez cité une statut spécial. Ça a été donné lors du Code général de l'administration en 2020. Ils ont dit qu'ils veulent désormais qu'à l'ENAM, qu'on ne les forme plus avec le droit francophone. Ils ont eu la common law, toutes les chambres. Ils ont dit en sorte que leurs enfants doivent être aussi nommés à des postes de relais. On a vu pour la toute première fois des gens de cette zone être nommés à des postes de relais avec pouvoir régalien, comme Atangan qui est mis en administration territoriale, comme Yalova qui est mis en enseignement secondaire. Il n'y avait pas ça avant, c'est eux qui l'ont demandé. Sauf que le volet sécuritaire semble avoir été négligé. Je vais finir là-bas, non. Ouais. Ils ont demandé tout maintenant. Pour vous, la sécurité, comment c'est managé la sécurité? Est-ce que quand en 2016,
ils enlevaient leurs frères. Est-ce que les ambassadeurs, les terroristes enlevaient leurs frères avant? Pourquoi ils commencent à les enlever? Tout ça parce que ces femmes ont refusé de payer la dîme. Il faut qu'on dise la vérité. Les populations de plus en plus refusent de payer l'impôt. Et maintenant, quand cette population-là s'engage maintenant à soutenir l'effort du gouvernement, on va dire ça comme ça, pourquoi est-ce que, ne serait-ce que le minimum sécuritaire ne leur est pas garanti? Vous appelez quoi minimum sécuritaire quand on a créé 2 régions militaires dans la zone? Mais comment expliquer donc le rapt d'une cinquantaine de femmes? À Paris, on enlève les gens. Ça ne s'est pas passé en plein. Non, monsieur Nassimoto, moi je vais être sérieux. Évitons ces genres de comparaison. Non, je vais vous faire comprendre. Vous ne pouvez pas me faire comprendre ici que parce qu'on a enlevé 50 personnes, c'est parce qu'il n'y a pas la sécurité. Non, je veux comprendre ce qui est fait sur le plan sécuritaire. Chaque fois que vous parlez, vous vous relancez. Ce qui a été fait, par exemple, c'est qu'il y a d'abord, on a mis en place 2 régions militaires dans la zone. C'est énorme, c'est ça, c'est énorme. Mais 2 régions militaires dans une zone, dans 2 zones, mais vous l'avez vu ça, vous l'avez vu ça. On va rappeler que le Nord-Ouest n'est pas quand même une région très grande. Donc, deux régions militaires, ça peut gérer. Ça peut gérer. Je veux juste comprendre. Je vous dis ce qui se passe sur le terrain, les milieux de sécurité. Deuxième chose, est-ce que la vie n'a pas repris là-bas? Oui ou non? La vie a repris? Non. La vie a repris? Non, ça c'est vous qui le dites. La vie n'a pas repris à quel niveau? Non. La route Babadjou-Bamenda a repris. Il y a des écoles qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été ouvertes. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Dans l'avenir scolaire, peut-être que vous le savez, Charles Elisa. Mais la paix, l'Ukraine a fêté sa paix nationale d'événement. Elle n'est pas en guerre. Donc vous allez me dire que là où on bombarde là-bas, ils ne sont pas ukrainiens. La Russie a fait sa paix nationale d'événement, on n'a pas vu. Non. Je voudrais écouter, il faut que les Camerounais arrêtent de faire croire que c'est eux qui ont inventé le feu à couper le beurre. Je suis parfois effaré quand je vois que des gens réussissent à sortir d'un trou. Moi, c'est ça que moi j'encourage. Je suis pour la recherche des solutions aux problèmes, non pour les problèmes aux solutions. Est-ce que les populations du Nord et du Sud-Ouest, qui au départ encourageaient les Amazoniens, commencent à leur tourner le dos? Oui, les populations tournent le dos aux Amazoniens. L'information provisionnelle au niveau de l'enseignement, c'est les populations. Comment se fait que depuis 2020, on a assisté à ce que les Amazoniens commencent à tuer les enseignants venant de chez eux, alors qu'avant c'était d'avoir les hommes en tenue? Je vous relance encore un nouveau, Charles Elisa. Vous savez comment est-ce que la guerre de Biafra a été résolue? Comment, en fait, il y a le combat. Oui, il veut dire. Ça a réduit de façon considérable. Elle a commencé en quelle année? Elle continue pas. La guerre des personnes ne continue pas jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le Boko Haram, les terroristes amazoniens qu'on a aujourd'hui, la majorité sortent parce que c'est la guerre du Biafra. C'est ça. Qu'est-ce que vous retenez de la question que je vous ai posée? Les populations du Nord-Ouest sont-elles en sécurité? Mais bien sûr. D'accord, on vous a compris. Vous partagez ce point de vue, Non, pas du tout. Caroline? Alors, je vais revenir sur plusieurs points avant de répondre à cette question, et notamment sur la manière dont est discuté ce sujet. Je pense que l'une des rares personnes ici, et moi je parle en tant que femme défenseur des droits humains militante qui justement travaille sur cette question depuis, je crois que le seul qui a montré un peu d'empathie, excusez-moi de dire ça comme ça, sur ce cas, c'est M. Ekongo. Parce que la manière, le terme utilisé, et ça c'est ce que nous voyons tout le temps, le terme péripétie utilisé par M. Marcel Tadjou pour parler du rapt de 50 femmes, et la manière dont M. Zhang est en train de parler aujourd'hui justement de ce rapt toujours montre à quel point à chaque fois que les femmes sont concernées, notamment sur les cas de violence, ces sujets sont banalisés ou ne sont pas pris au sérieux. Parce qu'on a tourné autour de tous les sujets, mais on a manqué le point essentiel pour moi par rapport à cette actualité. C'est que oui, les femmes camerounaises dans cette région sont en insécurité. Et je tiens d'abord à saluer le courage de ces femmes. Parce que pour se lever aujourd'hui dans une région en insécurité, dominée par des bandes armées, quel que soit leur nom, ou terroristes, et se lever pour dire non, nous refusons de payer les taxes qui sont imposées justement par ces bandes armées-là. Il faut avoir un courage monstre. Et en tant que femme aussi, je dirais que si vous voyez en face des personnes qui n'ont pas de respect pour les mamans, je n'ose vous dire les retours que nous avons à propos des violences et de l'insécurité des jeunes femmes dans ces régions-là. Quand vous êtes une jeune femme là-bas, vous êtes susceptible d'être victime de tellement de choses. Donc voilà ce à quoi nous faisons face. Et je vais revenir. On a parlé... Je relance parce qu'on a eu des exigences commerciales. On vous revient juste après.
chargé d'infos, le train d'audace quitte la gare. Le train d'audace, votre matinale d'information de lundi à vendredi. Opération titre foncier pour tous, ça continue. Profitez de nos prix promotionnels et devenez propriétaire terrien avec titre foncier dans le nouvel Eldorado de Douala en Gombe City. Futur quartier stratégique situé après lundi. Cette zone bénéficie de plusieurs projets déjà validés tels que le passage de l'autoroute Douala-Yaoundé, la plus grande construction des logements sociaux de Douala, une université internationale, un hôpital d'État, un centre commercial et de loisirs sur plusieurs hectares. Profitez du prolongement de notre campagne et payez 8 900 francs CFA le mètre carré pour les lots ordinaires ou 9 900 francs CFA pour les lots résidentiels, stratégiques pour des projets immobiliers d'avenir. Nous disposons aussi des lots éloignés, disponibles à 6 000 francs le mètre carré, morcelables à partir de 1000 mètres carrés. Cette offre vous est rendue possible grâce au partenariat entre la société ADB Imo et Sa Majesté Gustave Ebanda, qui est le chef supérieur du village Ngombe, ainsi que SCI Décolle. Votre achat est sécurisé par un notaire et les paiements échelonnés sont possibles par négociation chez ADB Imo, situé derrière de la salle. Pour plus d'informations, appelez le 675 64 79 23. Opération titre foncier pour tous avec ADB Imo. La terre ne ment jamais. Voilà, Caroline Vin, on vous redonne la parole. Alors, je reviens sur le dialogue national qui a eu lieu en octobre 2019. Je peux vous dire que les femmes étaient en marge de ce dialogue. Comme d'habitude, quand on parle des sujets sérieux, des débats politiques dans ce pays, les femmes étaient en marge. Pour preuve, une activité avait été prévue à côté, une plateforme avait été donnée aux femmes à côté et leurs recommandations avaient été portées par quelques-unes au niveau de la plateforme. Pourquoi ne pas nous avoir inclus dès le débat dans tout le processus? C'est ce qui nous avait été proposé. Ensuite, en ce qui concerne de manière générale, ce sont d'abord les associations de défense des droits des femmes qui ont levé leur voix pour attirer l'attention sur les conditions ou les risques que cette réponse répressive à la marche à ce niveau-là avait été faite. Ce sont les femmes qui ont attiré l'attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a conflit, c'est toujours les femmes et les enfants qui payent le plus lourd tribut. Plusieurs actions ont été menées, notamment des plateformes ont été créées. Je parle ainsi par exemple de la South and North Task Force Women qui a été créée. Je parle ainsi du CAOPEM qui est un regroupement de plus de 50 organisations de défense des droits de femmes dans tout l'étendue du territoire national pour s'emparer de ce sujet. Des propositions ont été faites, des marches ont été faites, des tentatives de plaidoyer ont été faites. D'ailleurs, en 2021, il y a eu la première conférence nationale organisée par des organisations de femmes pour parler justement des thématiques de femmes vivant en zone de conflit. Tout ça a été fait, mais à chaque fois, les voix des femmes ne portent pas. Aujourd'hui, quand j'entends M. Zandi que cette région a insécurité, je peux lui dire non. Je suis une femme de terrain. Je travaille avec plusieurs organisations qui travaillent sur cette thématique et qui travaillent sur place. La réponse est non. Et elle est d'autant plus non quand ça concerne les droits des femmes et des enfants. C'est elle qui paye le tribut aujourd'hui. Et je peux vous dire que dans ces régions-là, aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont le plus en danger, notamment les femmes qui réclament justement des meilleures conditions, le retour de la paix aujourd'hui. Oui, il est vrai, et je suis quand même d'accord sur ce sujet, qu'on a remarqué qu'entre 2016 et 2020, l'opinion de ce côté de la République semblait être pour la séparation ou autre. Mais aujourd'hui, on remarque quand même ce retour, je vais dire, à la raison, justement parce que les bandes armées se sont emparées du problème. Et c'est ce que les associations de femmes ont dénoncé dès le départ. Elles ont parlé de ce qu'on appelle l'économie de guerre. Lorsqu'un conflit s'engage, au-delà de la question majeure, de la cause majeure de ce conflit, un autre phénomène va s'enclencher. Aujourd'hui, on a les bandes armées. Aujourd'hui, on a effectivement les hommes politiques qui se sont servis pour essayer de redonner, je ne sais pas, certains, la couleur, soit à leur parti politique, soit à leur carrière politique. On a aujourd'hui, même l'armée, je suis désolée, quand on parle de l'économie de la guerre, la première concernée, ce sont les forces armées, parce qu'il y a toute une politique qui se met en place. On parle aussi, bien sûr, je ne peux pas rester sans incriminer aussi la société civile, qui, bien sûr, se retrouve aussi avec certains moyens, justement. Tout ça a été mis en place et tout ça a été dénoncé dès le départ par les associations. Attention, ce que nous commençons aujourd'hui là peut avoir d'autres effets et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Non, il n'y a pas de sécurité et surtout pour les femmes et les jeunes femmes dans ces régions-là qui finalement sont laissées
leurs vies sont laissées pratiquement à la portée des bandes armées. On parle de plus de 50 femmes qui ont justement été enlevées au nez et à la barbe des forces armées, bien que sur place aujourd'hui. Et je me porte aussi en faux quand même avec ce que M. Ekungu a dit quand il a parlé de la conscience de la population qui doit accompagner l'État ou les forces armées. Mais qui a créé cette défiance? Qui l'a créée? Quand vous créez un phénomène, vous ne pouvez pas après estimer que vous voulez juste bénéficier de ce qui est à côté. Moi, je dis oui, il y a un problème de défiance avec les forces armées. Aujourd'hui, ces populations se sentent livrées à elles-mêmes. C'est le mot. C'est le mot. Se sentent livrées à elles-mêmes. Et qu'est-ce qui est proposé à côté? Nous sommes bien heureux aujourd'hui que 30 d'entre elles ont été libérées. Nous n'avons pas encore les circonstances exactes, mais elles ont été libérées. Et je pense que si elles ont été libérées, c'est justement parce que cette population, même s'est levée en majorité pour condamner l'acte que cette bande armée a posé, notamment quand on voit aussi l'âge justement des femmes qui ont été arrêtées. Donc moi, je dirais non, il n'y a pas de sécurité en ce moment. Et je continue de saluer le travail des militants, des associations de défense des droits et même de ces populations. Parce que ces femmes-là ne sont pas dans des organisations, ce sont des femmes qui vivent le quotidien, vivent la souffrance, la misère, les graves conséquences qu'ont justement engendré ce conflit et se sont levées de manière, en sachant bien qu'il y aurait pu avoir des répercussions. Ça demande un courage monstre. Et on a bien vu qu'elles avaient les répercussions qu'elles ont subies aujourd'hui. Donc, moi, je dis non. Il n'y a pas encore la sécurité dans ces régions-là. Il y a encore des efforts à faire, même si on reconnaît effectivement qu'au niveau du gouvernement, des actions ont quand même été menées justement pour ramener quand même la situation. Les populations ne sont pas à l'abri, vous le dites. Ce sont des zones qui ne sont pas fortement sécurisées, faute de stratégie, dites-vous. Et du coup, on veut bien comprendre, est-ce que dans la résolution de cette crise sociopolitique, n'a-t-on pas mis la charrue avant le bœuf? On va rappeler qu'on a parlé d'un plan de reconstruction qui a déjà coûté des milliards de francs CFA, aussi bien en interne qu'en externe, puisqu'il y a des organisations non gouvernementales, il y a des coopérations internationales qui aident le Cameroun à résoudre cette crise, mais seulement sur le terrain, on sait bien à quoi servent tous ces argents-là qu'on donne au Cameroun. Le Canada a déjà contribué à hauteur de plus d'un milliard, la Chine à hauteur de plus d'un milliard, sans compter d'autres partenaires étrangers et même en interne, beaucoup d'argent. Ben, on se demande aujourd'hui si effectivement les réalisations sont faites sur le terrain. En même temps, on parle de populations qui sont enlevées, qui sont kidnappées, on parle de personnes qui sont tuées. On se demande bien si on n'a pas mis la charrue avant le bœuf. Merci à Dieu. D'abord, je voudrais dire à l'attention de notre sœur Caroline Vin, Caroline Vin, que quand je parle de péripéties, ce n'est pas que je suis dépourvu d'émotion. Non, comprenons-nous bien, chers sœurs, c'est que lorsqu'on a en face un problème politique, pour le gérer, il faut aller au-delà de l'émotion. Les mois dans ce studio climatisé, c'est exactement ça que je dis. C'est-à-dire manifester l'émotion dans ce studio climatisé, logé dans un quartier huppé de Douala Kebonapriso. Juste de l'émotion. Résout fondamentalement. Ça revient exactement à ce que je disais. Que les femmes ne sont capables que de produire de l'émotion face à un cas dont ne sont pas capables de pouvoir avoir une. C'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous dites? Ne péjorez pas mes propos, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai beaucoup de respect pour la gente féminine. Et je veux tout simplement dire que le problème est beaucoup plus sérieux et nécessite une réponse qui va au-delà de l'émotion. Parce que j'ai écouté M. Zan tout à l'heure qui dit le Social Democratic Front a participé au grand dialogue national organisé en 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé. J'ai dit oui, c'est vrai. Le chairman John Fundi y était, l'honorable Joshua aussi y était, et plein d'autres plénipotentiaires du Social Democratic Front. Mais écoutez l'opinion de ma chère Tadje Charles disant le grand dialogue national a été une escroquerie. Pourquoi? Vous ne pouvez pas convier des compatriotes pour réfléchir sur comment trouver des voies et moyens pour résoudre un conflit endogène et prédéfinir la feuille de route. Savez-vous qu'au grand dialogue national, les thèmes étaient définis avant même l'organisation du grand dialogue? C'est-à-dire que les responsables conviés à cette grande messe sont venus
s'asseoir pour travailler comme des étudiants dans des amphis à qui on a donné des sujets thématiques sur lesquels travailler. Moi, je pense que la meilleure méthode pour organiser un dialogue franc et sincère, pouvant accoucher des solutions viables et pérennes pour résoudre ce problème, aurait été de laisser les gens s'exprimer. C'est-à-dire convier les gens à la table, laisser que sur place, les discussions accouchent des solutions. Mais le débat a été encadré, le thème prédéfini, et il était interdit d'aller au-delà des thématiques qui étaient arrêtées à l'ordre du jour. Ce qui, pour moi, était déjà un problème. Secondo, lorsque vous dites, donc, le SDF assume sa présence à ce grand dialogue, mais constate a posteriori que les fruits n'ont pas tenu la promesse de fleurs. Maintenant, quand vous dites... je sais plus trop... Parce que vous voulez me répondre. Oui, monsieur Zan, il est important de déconstruire dans le subconscient de nos compatriotes ce que vous venez de dire. Parce que, fondamentalement, le problème, il est politique. Et quand un problème est politique, ayons le courage d'aborder des solutions politiques. Les solutions politiques ne sont pas toutes celles qui nous plaisent. Nous avons vu en Colombie comment le président de la République colombienne a fait une table de négociation avec les FARC qui ont égorgé, qui ont tué, qui ont violé. Lorsqu'on arrive à une situation où les extrémismes s'expriment, lorsque vous êtes un homme d'État, vous devez vous faire violence et faire asseoir autour de la table des problèmes, des personnes qui posent des problèmes. Et je pense qu'un dialogue franc et sincère doit inclure des sécessionnistes déclarés. Parce qu'on aura au moins l'avantage de les voir en face et de leur demander « Qu'est-ce que vous voulez ?» Mais si vous allez à la table de négociation, et ce qui a été le cas au Grand Dialogue National, c'est que j'ai retrouvé dans la salle du Grand Dialogue National au Palais des Congrès, des personnes qui ont même nié l'existence de la question anglophone au Cameroun. Des personnes qui ont dit que les anglophones au Cameroun représentaient un cube jeté dans la mer. En d'autres termes, qu'ils étaient insignifiants. Mais ils se sont retrouvés à la table des négociations, à la table du dialogue. Et qu'est-ce que vous attendez de ces personnes? Moi, je pense qu'il aurait fallu convier des personnes qui se sont déclarées effectivement sécessionnistes, les écouter en face et comprendre ce qu'ils veulent pour que le pays retrouve sa quiétude. Autre chose, la question fondamentale qu'on doit se poser dans cette crise du Nozo est de savoir comment faire pour que la population anglophone, je dis bien la population du nord-ouest et du sud-ouest, qui est en majorité pour la paix et pour le vivre ensemble, adhère désormais au discours de la République et tourne le dos au discours sécessionniste. Je pense que c'est la question de fond qu'il faut se poser. Comment faire pour que ces populations-là, qui en majorité n'aspirent qu'à vivre dans la paix, comment faire pour qu'ils tournent le dos au discours sécessionniste et qu'ils adhèrent au discours de la République? La chose est simple. Proposez-leur autre chose. Proposez-leur une alternative. Parce que manifestement, ils ne sont pas pour la République de l'État unitaire décentralisé. Mais ils ne sont pas non plus pour la sécession. Trouvons une solution médiane. Et le SDF a une solution toute trouvée. Celle de mettre sur la table la question du fédéralisme qui avait été, de façon un peu dans l'entourloupe, retirée. Et on a, en 72 notamment, on ne sait pas quelle alchimie le RDPC, le régime de M. Biya a réussi à transformer l'État fédéral, qui était le deal de départ en 1961, quand les populations de l'ex-Southern Cameroun décident de rejoindre le Cameroun francophone. C'était sur la base d'un deal, et le deal c'était que l'État est fédéral. En 72, on ne sait pas par quelle alchimie, cette donnée a été changée. Et c'est ça qui pose des problèmes jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'il faudra qu'on ait le courage de revenir à l'histoire et de reconnaître que le peuple anglophone a été quelque peu floué en 72. Nous proposons non plus le fédéralisme à deux États de 1961, mais un fédéralisme rénové, relooké, qui abordera les attributs et le visage des 10 régions que compte la République aujourd'hui. De telle enseigne que, parce que fondamentalement le problème de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest est le problème de la redistribution inéquitable des fruits de la croissance. Ils pensent, et le SDF avec, que la configuration architecturale du Cameroun, telle que présentée aujourd'hui par l'État unitaire décentralisé, qui en réalité est un État unitaire centralisé, n'est pas de nature cette configuration
à garantir à chaque citoyen, où qu'il se trouve, de bénéficier de sa part dans les fruits de la croissance. C'est pour cela que nous pensons qu'avec le fédéralisme, des gouverneurs des États élus, des maires élus qui ont la responsabilité, les prérogatives et les ressources que leur confère la Constitution, ils auront les moyens de résoudre leurs problèmes, les problèmes de leur population, les revendications primaires de leur population à la base. Dites-moi par exemple, un Camerounais qui est à Balikumbat, ou à Ngelmenduka, ou à Kiosi, ou à Cholire, qui a un maire qui l'a élu et qui se reconnaît en lui, qui jouit ce maire-là des prérogatives et des moyens conséquents pour gérer ses problèmes à la base. Qu'est-ce qu'il ira chercher à Yaoundé? Pourquoi voudrait-il de la sécession? Je pense que le problème est un problème de mal-être, de mal-vivre. Si l'État est organisé de telle enseigne que chacun à son niveau trouve son compte, à travers son maire à qui il doit demander des comptes. Si vous avez une route gâtée, vous vous adressez à votre maire parce que vous l'avez élu, parce qu'il dispose des moyens et des prérogatives pour résoudre ce problème immédiat à la base, sans que vous n'attendiez qu'un ministre logé là-bas sur les berges ou bien sur les hauteurs du mont Fébé à Yaoundé décide. C'est inacceptable que dans ce pays, pour construire un dispensaire dans l'arrière-pays, qu'un ministre qui est perché à Yaoundé, qui ne connaît même pas où se trouve le village dans lequel on veut construire le dispensaire, que ce soit lui qui doit décider. D'accord, on a compris la solution. Le fédéralisme est la solution idoine qui ne viendra pas éradiquer la sécession. Charles Elise en a dit tout à l'heure que même au Nigeria, il y a les mouvements sécessionnistes. Je conviens avec lui. Mais ce qu'il oublie de dire, et que je dois révéler sur ce plateau, c'est que si le Nigeria n'avait pas été fédéral, peut-être qu'il n'existerait même plus. D'accord. Alors, Massé Congo, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est-il possible à l'état actuel des choses? Non, je répondrai par un non. Je pense que pour qu'on reconstruise le Nord-Ouest, Bamenda, le Nord-Ouest, ne parlons pas du Sud-Est parce que c'est un peu modéré au Sud-Ouest. Il faut que la guerre s'arrête complètement parce que chaque fois qu'on va reconstruire, ça sera de l'argent de l'État qu'on va gaspiller et on va recommencer. Quand je dis ça, j'ai envie de dire à Madame Vin, vous savez, hein, je vous aime. Et quand je dis je vous aime comme femme parce que j'aime ma mère. Et vous connaissez la place prépondérante que les femmes ont. C'est pas une déclaration insidieuse d'amour. Il a précisé. Hein. Il a bien fait de préciser. Pourquoi le couper dans son élan? Désolé, Max. Je reste toujours cohérent et précis sur ce que je dis. J'ai une mémoire d'éléphant, je ne peux pas me perdre. Même dans un débat, même s'il y a l'émotion, j'essaie toujours de garder la ligne. C'est important. Je voulais dire à Madame Vin, ce qui se passe, quand mes propos ne les prenez pas mal, c'est juste que je ne comprends pas comment on peut enlever 50 femmes d'un trait, alors que 50 femmes, ce n'est pas une seule femme. On a enlevé la première ou on a enlevé les 5 premières, il fallait que l'information circule, parce que nous devons aussi aider cet État. L'État, c'est qui? C'est nous, ce n'est pas l'ORDPC. Ce n'est pas ceux qui nous gouvernent, l'État, c'est tout le monde. Nous devons participer à la sécurité des biens et des personnes qui vivent dans notre nation. C'est ce que je voulais dire, madame. Donc, vous voyez, j'ai un grand respect pour les femmes et mon président national en a fait un point d'honneur. Quand vous voyez les communicants du PCRN, la moitié, c'est les femmes. Vous voyez les postes de la constitution du PCRN, vous verrez que nous mettons une place, nous donnons une place à la femme. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité, je pense qu'il n'y a pas la sécurité au Nord-Ouest. On ne peut pas prévoir un plan de construction du Nord-Ouest. C'est de l'utopie. Il faut faire attention. Parce que là, c'est de l'argent qu'on va mettre, alors que cet argent pouvait aider à faire d'autres choses. Il faut rappeler que beaucoup d'argent a été mobilisé à cet effet. J'ai une chose que je devrais vous dire. S'il y avait de la sécurité, il n'y aurait plus jamais de ville morte. Si on respecte cette journée, ça veut dire qu'il n'y a pas la sécurité totale. Nos forces d'armée font ce qu'ils peuvent. Ils en meurent même. Leurs familles restent orphelines. Mais nous devons continuer à encourager leurs efforts. Et le politique doit modérer son discours, doit arrêter de faire du merchandising avec la mort des gens. Parce que nous ne sommes pas là pour ça. Nos intérêts personnels doivent venir au 3e rang. C'est les intérêts généraux qui doivent être au 1er rang. Donc, nous ne devons pas profiter des dérives d'une population pour pouvoir la guider.
C'est ce que j'ai envie de dire. C'est le message que j'ai. Le message que j'ai, c'est un message de réconciliation. Parce que s'il y a des problèmes au nord-ouest, il y a des problèmes dans tout le Cameroun. Et je tiens à dire, et je le précise, je ne sais pas pourquoi Charles Elizan n'a pas insisté sur ce pan. Il faut que le président de la République se déplace dans cette zone. Pour moi, c'est plus fort que mon entendement. Vous avez envoyé le ministre de la Défense, ça n'a pas marché. Vous avez envoyé le Premier ministre, on a tiré sur sa voiture. Vous êtes le président de la République. Vos enfants sont en train de pleurer. C'est un message que je lance ce matin au président de la République. Le président de tous les Camerounais, de tous bords, que vous soyez du SDF, que vous soyez du RDPC, du PCRN, c'est le président des Camerounais. Et il a pour obligation d'essuyer les larmes de ses enfants qui pleurent. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest peut venir dans le littoral. Avec la multiplication des propos haineux, des guerres intercommunautaires qu'on est en train de voir à travers notre pays, des dérives, des catastrophes, les Camerounais en ont assez. Il est temps que nous arrêtons cette guerre et que nous nous asseyons. Et on ne peut pas seulement se baser sur le grand dialogue, il faut continuer à faire des dialogues. Je dirais ainsi de manière triviale, des petits dialogues tout le temps. Et autre chose que j'ai dit dans mes propos lorsque j'ai pris la parole, c'est que j'ai comme l'impression, je préfère le dire ainsi, que la population de cette zone-là ne se reconnaît plus à ses élites. Quand nous avons une dame, je ne vais pas l'incriminer en tant que telle, comme le ministre de l'enseignement secondaire, qui, en quelque sorte, je peux dire ça, a participé, c'est à son règne qu'a eu une des révoltes. On a vu des étudiantes qui ont été enrôlées et qu'elles soient maintenues ministres. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il faudrait faire pour essayer de baisser la colère de l'autre côté. Je cherche comme ça des solutions. Je ne fais pas de fixation sur des gens. Et je ne suis pas le politicien qui va venir ici dire « Oui, le RDPC doit trouver la solution ». Nous tous, nous devons nous asseoir autour d'une table et trouver la solution parce que c'est un problème de tous les Camerounais. Il ne concerne pas seulement le RDPC. Et je condamne avec la dernière énergie tous ceux qui ont des postes de pouvoir et qui contribuent à détruire ce peuple. Parce que c'est inadmissible. N'acceptez même plus qu'on fasse un débat et qu'on parle du Nozo, qu'on parle de la destruction du Nozo et que quelqu'un vient vous dire la solution c'est le fédéralisme. La solution d'abord c'est pas nos projets de société. La solution première c'est de retrouver la calmie dans ces zones-là. Après on pourra, si vous prenez le fédéralisme comme nous on prend le fédéralisme communautaire et qu'il n'y a pas la paix, la preuve on n'a pas pu défiler dans ces zones-là. Quelle est la solution qu'on apportera à ce peuple? Et c'est comme si c'est de la moquerie envers ce peuple-là. D'accord. Regardez la majorité des enfants qui vendent en route là, ce sont des enfants de ces zones-là qui vendent, qui sont devenus des commerçants ici. Regardez les prostituées en route à Bonabéry par exemple. Ce sont des personnes de ces zones-là qui sont devenues des prostituées, qui étaient établies et qui avaient leur avenir entre les mains, qui avaient construit, qui avaient des champs qui pouvaient nourrir leur famille. D'autres qui sont des déplacés aujourd'hui, qui se retrouvent dans le Nigeria, dans la zone du Biafra ou à l'extérieur du Cameroun à travers des sorties comme le Canada, les États-Unis. Quand vous avez parlé de solutions, on va s'y lancer directement pour sortir. Je vous remercie tout à l'heure pour sortir. Alors, Charles-Élie Nzan, l'une des solutions que préconise Mars et Congo, c'est que le chef de l'État fasse une descente sur terrain, qu'il aille parler à ses enfants qui souffrent depuis pratiquement 7 ans. Vous corroborez cela? Non. Alors, quelle est la solution idéale pour vous? Non, je voulais d'abord lui faire comprendre qu'il ne peut pas jouer à ça. C'est pas bon, Max et Congo. Vous avez dit... Il joue à un jeu, vous croyez? Oui. Il a dit tout à l'heure que les gens ont bu le champagne, le jeu de la fête du village. Et puis, ils étaient là, les élèves. Non, et puis, il venait dire après que la solution a passé à tout le monde. Non, il ne faut pas jouer à ça. C'est ça mon problème des hommes politiques. Soyons crus, soyons vrais. Le PCN a défilé, non? On a défilé dans le Nozo. Ok, pardon mon frère. Non, ouais. C'est une question de... Vous m'avez relancé. C'est pas rhétorique, vous m'avez relancé. Le PCN savait qu'il y a la guerre au Nozo. Quand on n'a pas défilé, mais il a défilé à Douala, pourquoi? Il fait donc le sens de solidarité avec les gens du Nozo sans défiler. Mais j'ai la parole. Je ne vous ai pas coupé. Non, vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas possible de rester raisonnable. Non, n'utilisez pas. Non, nous sommes dans le débat. Charles, un instant. Mars, s'il vous plaît. Non. Mars,
On peut évoluer. Je vous ai dit, laissez les gens. Non, écoutez. Pas dire des choses parce qu'on on va pas faire. Moi, je ne suis pas ici pour plaire. On va pas faire du ping-pong. Laissez votre interlocuteur parler et lorsqu'on vous donne la parole, revenez sur ce qu'il a dit. C'est mieux comme ça. Permettez aux téléauditeurs de vous écouter. Excuse. Vous savez, je viens à vos émissions parce que vous m'invitez. Moi, je n'en ai pas besoin de faire plaisir à qui que ce soit. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et j'ai horreur de la comédie. On ne peut pas venir à la radio faire comme si on aime tout le gens du Mozo et à un même moment dire que les gens sont allés boire le champagne à Yaoundé le 20 mai, alors que les gens ont même buvaient le champagne à Yaoundé avec le président de la République. Ils ont reçu la lettre de félicitations du président de la République, ils en ont balancé la. Vous pensez que la lettre là sert à quoi? Vous avez promis de rester tranquille, non, Mas Congo? Non, vous ne pouvez pas prendre des choses périphériques. Mas Congo, un peu de discipline en plateau. Parce que vous avez participé à un défilé, on vous a envoyé une lettre. On vous laisse parler, on laisse parler jusqu'à la fin de l'émission, Mas. Je suis désolé, Narcisse. La troisième fois que désolé. Allez-y. Ok. Ça fait partie de la formation des cadres politiques qu'on a aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, je t'en dire que c'est la comédie là que je n'aime pas. Tu prends la parole, tu dis, les gens sont allés boire le champagne, les gens ont fêté plutôt l'anniversaire, alors qu'eux, ils fêtaient. Ce n'est pas bon. Donc, pour qu'il y ait la résolution du conflit, ça, on d'abord nous sincères. De deux, pendant qu'ils critiquent Marcel Tadjeu, qui, lui, faisant le politiquement comme il fait, a profité de ça pour dire que c'est le fédéralisme, donc en vendant le projet politique de son parti, lui aussi il ajoute derrière, comme je le disais, que nous on veut le fédéralisme communautaire. Mais en disant que le fédéralisme du ce n'est pas bon. Donc, je ne l'ai jamais dit. Troisième chose. Je ne l'ai jamais dit. Allez-y, Charles. Je ne l'ai jamais dit. Allez-y. Les bandes sont là, on peut les repasser. Non. Mais c'est pas non. C'est le palais qui parle. Moi, je voulais dire que je. Mais dites les choses que j'ai dites. Je n'ai jamais parlé du fédéralisme. J'ai dit laissons d'abord nos projets de société. C'est ce que j'ai dit. Retrouvons la paix avant de mettre nos projets de société en avant. C'est ce que j'ai dit. Et peu patron. Oui. Merci. Donc, vous voyez donc qu'à même moment, quand les deux vous parlez de fédéralisme, c'est encore eux qui ajoutent qu'il y a quand même les pays à régime fédéral qui ont les mêmes guerres. En clair, ce n'est pas le fédéralisme, la solution. Vous faites dans la distraction. Répondez à la question, s'il vous plaît. Vous faites dans la distraction. Je suis désolé. Je suis obligé de vous retirer de ce plateau. Je vous dis, soyons responsables qu'on a en plateau. Je vous ai dit, laissez votre interlocuteur parler. Et lorsque vous me redonnez la... Non, qui peut monter le parole? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut s'asseoir. Non, c'est moi qui vous ai invité, non, Mas Congo. Non, il faut vous rasseoir, s'il vous plaît. Non, qui passe, qui peut la parole? Moi, je n'aime pas ce genre de comportement en plateau. Moi, je crois que la prochaine fois, je vais retirer le micro. Je vous l'ai dit, lorsqu'un interlocuteur parle, laissez-le parler. Non, c'est l'attitude que je condamne. C'est l'attitude que je condamne. Il ne faut pas que les gens s'emportent en plateau. J'ai dit ici, quand quelqu'un parle, laissez-le parler. Vous ne pouvez pas venir faire prêcher la moralité et vous ne prêchez pas par cet exemple. Non, ce n'est pas bon. Respectez ceux qui vous écoutent à la maison. Non, je ne vous ai pas donné la parole. Il faut arrêter ça. On ne va pas chaque fois vous reprendre sur des propos, ce n'est pas normal. Cette émission, c'est moi qui la modère. Et quand je dis laissez-le parler. Vos solutions, je vous en prie, Caroline Vin. Déjà, ce que je dirais en termes de... Moi, je vais quand même un peu revenir sur ce qui vient de se passer. Je pense que, oui, vous modérez l'émission, mais c'est une émission, elle est censée être interactive. Il l'a fait dans le plus strict respect. Ça, c'est de la distraction. Et je suis désolée de le dire. Non. C'est spécifique. Caroline. Il est important de pouvoir... Caroline, je suis d'accord. Caroline, écoutez. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a plein de propos. Il faut reprendre quelqu'un quand il dit des choses. Ne se fait pas dans le désordre. Non, il a fait avec tout le respect. C'est lui qui s'est... Non, je lui ai dit, j'ai dit ceci. Un débat, ça se modère, il y a des règles. L'interactivité ou l'interaction, ce n'est pas dans le désordre. Lorsque quelqu'un parle, même s'il raconte des conneries, prenez des notes. Lorsqu'on vous donne la parole, parce que si on le fait, sauf le ping-pong, je parle, il parle. Le téléauditeur suit quoi? Non, répondez. La sortie même jusque-là n'est pas respectueuse. Oui, bon, il va assumer, mais en même temps, il faut pouvoir se maîtriser. Ce n'est pas une question de maîtrise. La formation des cadres politiques dont il parle, il fait preuve de qu'il n'en a pas. Ce n'est pas une question de maîtrise. Et c'est pas pour dire que vous faites mal. Non. Il dit ceci. Apprenons à prêcher par le bon exemple. On aurait pu éviter cela. Les téléspectateurs sont des meilleurs arbitres. Ils savent qui dit vrai et qui dit faux. Alors, pourquoi ne donc pas se comporter de la plus belle manière et laisser le téléauditeur apprécier? Je vais revenir sur la question que vous avez posée en disant que... au niveau des solutions. Exactement. Que pour moi, l'une des solutions passe par la réconciliation aussi. Parce que
La reconstruction sans réconciliation, pour moi, elle est utopique, elle n'est juste pas possible. On parle d'une population aujourd'hui qui, bien avant les actes de 2016 qui ont conduit à ce conflit, déjà disait qu'ils étaient marginalisés. Donc il y a un problème et qu'il faut que ce problème-là soit résolu. Et cette réconciliation passe par des actes politiques très forts que nous n'avons pas encore, en tout cas pour ma part, n'avons pas encore vu pour le moment. En tant que citoyenne républicaine, moi je suis, et ça c'est ma conviction personnelle, je suis d'avis qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Parce que ça ouvre la voie à beaucoup d'autres choses. Maintenant, ce que moi je propose, c'est effectivement qu'il y ait à nouveau un dialogue, et un dialogue comme M. Marcel Tadjo l'a proposé, qui soit fait dans les règles de l'art, pas les simulations auxquelles nous assistons souvent beaucoup. L'idée, c'est d'identifier effectivement les leaders sécessionnistes et de pouvoir les appeler à la table de discussion. Maintenant, en tant que militante féministe et défenseur des droits des femmes, je dirais que les femmes doivent être partie prenante intégrale de ce processus. Parce qu'elles ont des choses à dire, elles ont des informations à donner. Vous estimez que les femmes sont marginalisées? Oui, elles sont marginalisées dans ce processus, quoique de reconstruction ou quel que soit le nom qu'il peut porter. Les femmes sont marginalisées, pourtant elles représentent 50% de cette population. Les jeunes aussi d'ailleurs sont marginalisés, sont plutôt considérés justement comme des bandes armées. Rien n'est fait pour mettre en avant justement ces jeunes dans ces régions-là qui portent des initiatives qui vont dans le sens de la réconciliation et de la reconstruction. Donc moi, je pense que l'une des premières solutions, en tout cas, ce serait la réconciliation qui passe par un dialogue fait dans les règles de l'art. C'est à Dieu. Je dois d'abord regretter, puisque ça s'est passé devant mes yeux, que cet affrontement, j'allais dire, des idées entre les compatriotes Marcel Congo et Charles Elizan aboutit à la sortie de Charles Eli qui, pour la gouverne de vos auditeurs, a quitté le plateau du débat. Ce qui voudrait donc dire, on peut tirer la conclusion selon laquelle le LDP n'aime pas la contradiction et chaque fois qu'il est contrarié dans un sujet, il fuit le débat. Je n'ai pas trouvé offensant les relances de Marcel Congo. Non, personne n'a dit que ces relances étaient le débat est interactif et que si par moment vous m'évoquez de façon insidieuse dans votre prise de parole, soyez sûr que je vais réagir. Et c'est ça le débat. Vous allez laisser respecter les règles du jeu. Non. On laisse pas les règles du jeu. Ça vous parle un carton rouge. Monsieur Moto, faites très attention lorsque vous arbitrez un débat politique. Non. Un contradicteur politique ne peut pas m'interpeller dans ses propos et je reste silencieux. Non. Je peux faire le choix de rester silencieux, mais vous, en tant qu'arbitre du jeu, vous ne pouvez pas m'imposer le silence lorsque je suis interpellé. Vous avez la possibilité, vous avez la possibilité de rebondir sur le propos de votre interlocuteur. Je peux décider aussi de répondre sur le vide. C'est mon droit. Je vous relance, mais quand ça devient un capharnaüm, là, on ne comprend plus rien à la maison. Qu'est-ce que le téléauditeur retient en ce moment-là? Il retient que Charles Elizan a quitté le plateau parce qu'il n'a pas supporté la contradiction. Quelle est la solution? Je dois interpeller Marcel Congo pour dire que lorsqu'il dit que quand on veut, s'il faut trouver des solutions à cette crise, il ne faudrait pas que les partis politiques utilisent la crise pour vendre leur projet de société. Mais je suis désolé, mon cher Marx, le problème il est politique et la solution est forcément politique. Vous ne pouvez pas interdire à un politique de proposer les solutions politiques à un problème politique qui se pose sur la scène. Le problème est éminemment politique. Tenez, il y a un fait, c'est que des gens ont pris des armes contre la République. Ils sont en bourse. Ils prélèvent même des impôts. C'est un fait, c'est une réalité. Comment on fait pour qu'ils déposent ces armes et qu'ils retournent à la vie normale? C'est la solution, c'est la question fondamentale à laquelle il faut répondre. Moi je dis il faut déconstruire leur discours en proposant aux populations, pas aux sécessionnistes armés, en proposant aux populations une alternative. Vous demandez aux gens de déposer les armes, quelle est la porte de sortie que vous leur proposez? S'il n'y a rien, rassurez-vous, ce sera un discours, ce sera comme prêcher au désert. Il faudrait qu'un dialogue vrai soit convoqué. Dialogue au cours duquel les sécessionnistes qui ont pris des armes aient un minimum de garantie pour venir à la table de négociation. Parce qu'il ne faudrait pas non plus leur tendre un traquenard et quand ils arrivent à la table de négociation, on les ramasse tout de suite pour les amener à Condengui. Donc, une table de négociation
au cours des débats qu'on écoute le sécessionnisme. Parce que l'un des problèmes que nous avons, c'est que le pouvoir n'écoute pas. Le pouvoir pense avoir la solution toute faite à la place des populations. Qu'on écoute les revendications des uns et des autres et qu'on sorte de la table de négociation avec chacun qui a mis un peu d'eau dans son vin. D'accord, pour que le consensus soit trouvé. Permettez également à Mars et Congo de proposer ces solutions très rapidement puisqu'on a quasiment franchi la borne. Allez-y Mars. Je pense que la première des choses que j'aimerais faire, c'est à travers les auditeurs. Mais vous savez que je ne suis pas une personne impolie. Oui, je n'ai pas dit que c'est impoli, voilà. Je ne l'ai pas dit. Et puis, je pense aussi que lorsque nous sommes dans un débat et qu'on vous interpelle et qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies, si vous, le journaliste, vous ne recadrez pas, j'ai l'obligation de recadrer. Je n'ai jamais proposé mon projet de société. J'ai plutôt dit, il faut que ça soit écouté, que nous pouvons d'abord laisser les projets de société à côté et retrouver la calmie avant de ramener nos projets de société, parce que dès l'entame, j'ai dit, nous faisons du merchandising de la crise du Nord, le politique. C'est ce que j'étais en train de dire. Okay. Et j'ai apporté une solution. La première solution, c'était qu'il fallait que le président de la République, qui est le père de la nation, qui se rende là-bas. Et vous avez suivi la réponse de Zanzan Eli, qui dit que le président, il vous a répondu par un nom sec que le président ne doit pas se rendre là-bas. Et quand vous voyez un militant de sa classe se comporter et quitter sur votre plateau et que vous me réprimandez, moi je suis choqué. Je ne vous en tiens pas rigueur. Vous êtes là, c'est vous qui modérez l'élection. L'émission. Et c'est vous qui sachez ce qui est bien et comment vous avez le fil conducteur. Donc je disais, il faut que nous travaillions tous de commun accord, de manière consensuelle, société civile, politique, et tout ce qui suit et pour que nous trouvions la paix dans le Nozo. Ne passons pas directement à la reconstruction du Nozo parce que ça ne servira à rien, ça sera de l'argent jeté. Et il faut parler à la population tout le temps, envoyer des psychologues pour pouvoir parler avec ces gens, les remettre en confiance. Parce qu'aujourd'hui, si on a encore une journée de ville morte, ça veut dire qu'il n'y a pas la paix au Nozo. Et ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous tous, nous avons donc, vous les journalistes, le rôle d'éclaircir tout le monde, parce que nous tous nous parlons là à travers ce que vous dites, parce que personne d'entre nous ne part sur le terrain, parce que c'est très grave. Quand on me dit que les gens sablaient le champagne, que je l'ai dit, oui, je l'ai dit parce que c'est l'anniversaire, c'était pas l'unité, et je l'ai bien dit et je l'ai précisé. Donc nous devons tous être humbles avec ce problème et enlever l'hypocrisie. Contrairement à ce que disait M. Zan, nous devons enlever l'hypocrisie et trouver des solutions pérennes qui vont faire à ce que la paix revienne. Vous savez, ces villes, c'était comment on dit ça, c'était des Eldorado pour toutes les autres régions. Parce que moi, je me rappelle encore quand j'allais à Limbe, arrivé à Maïfo, à la gare routière, c'était tellement propre. Nous, avec nos habitudes du Sud, tu venais, tu ne savais même pas comment jeter le papier au sol. Donc, les maires de ces zones-ci cherchaient à imiter ce qui se passait là-bas. Aujourd'hui, tout est détruit. Vous ne pouvez pas me dire que tout va bien. Parce que lui-même qui parle là, il ne peut pas accepter. Nous voyons comment les administrations civiles sont traitées là-bas. Nous voyons comment... D'accord, merci. Donc, revenons à la paix.